Donc Isabelle Delnoz enseigne la didactique du FLE à la Haute École Autonome de la Communauté germanophone à Eupen en Belgique. Elle est également conseillère pédagogique. Outre la conception de formations et d'outils pédagogiques à destination des professeurs de français, elle accompagne également les équipes d'enseignants dans leurs pratiques de classe et leurs projets d'établissement. Elle intervient aussi dans des programmes de formation continue des professeurs de français en Belgique et à l'étranger, notamment sur la différenciation, les stratégies d'apprentissage et l'exploitation du texte littéraire, ce qui va nous occuper aujourd'hui. Elle intervient aussi régulièrement avec les éditions Maison des Langues, que ce soit en ligne comme aujourd'hui ou en présentiel. Donc c'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Isabelle, je te laisse la parole et à tout à l'heure. Merci Séverine et le plaisir est complètement partagé. Alors bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous quelques idées sur l'exploitation de la littérature en classe de FLE. Alors, les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont issus de la section littérature visuelle de l'espace virtuel, mais il y en a d'autres qui viennent d'inspiration plus théorique comme les travaux d'Estelle Ricoy ou de l'ouvrage de Jean-Marc de Failly et de ses co-auteurs, Littérature et FLE, État des lieux et nouvelles perspectives. Il y a d'autres éléments qui ont été observés ou expérimentés lors de ma mission de formation des enseignants FLE en communauté germanophone de Belgique. Et donc, ça nous permet de commencer avec les objectifs de la rencontre et on peut rassembler les objectifs de la rencontre en quatre grandes catégories. Le premier, assez global, je vais tenter d'illustrer le potentiel de la littérature en classe de FLE. Ensuite, on va également montrer l'impact et les bienfaits de l'image et de la vidéo au service de la littérature. Et puis, on explorera les activités de la section littérature visuelle de l'espace virtuel. Et j'ai utilisé ces activités un petit peu comme le fil rouge de mon exposé. Ça veut dire que je vais vous les présenter un petit peu en spirale, j'y viendrai et puis j'y reviendrai de façon à vous donner un petit aperçu de ce que vous pourrez trouver au sein de cette section. Ensuite, pour terminer la présentation, on établira le lien entre les activités de l'espace virtuel et le cadre européen commun de référence. Et pour commencer, j'ai uniquement utilisé les visuels de la section et je vais vous demander de partager. Ça me permet de vous faire prendre un premier contact avec les œuvres qui seront présentées dans la section de littérature visuelle. Et pour commencer, je vais vous demander si vous êtes d'accord de partager votre humeur du jour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment êtes-vous aujourd'hui? Et donc, est-ce que vous êtes courageux comme la fourmi, organisé comme une fabrique ou une usine? Est-ce que vous êtes plutôt impatient? Est-ce que vous êtes installé confortablement? Est-ce que vous êtes d'humeur énigmatique et mystérieuse? Est-ce que vous vous sentez impliqué, concerné pour les autres, pour la planète? Ou est-ce que vous vous sentez confiant, sûr de vous comme le chat? Et où est-ce que vous vous sentez reconnaissant pour une aide que vous auriez eue, comme le lion? Voilà, je vois que on a les réponses sont très diverses. On a euh, quelques installés confortablement. Voilà, je vous remercie. Et donc on va commencer et on va
On va commencer par une définition et j'ai choisi une définition extraite de l'ouvrage de Jean-Marc de Failly car elle permet, cette définition, à la littérature de s'intégrer à l'apprentissage des langues. C'est donc une définition de l'apprentissage des langues qui considère que la langue est un outil qui ne se limite pas à l'échange de biens et de services, mais qui considère que la langue est aussi au service de l'échange d'idées. Alors la définition, elle met l'accent pour l'apprenant sur la confrontation avec d'autres personnes, d'autres visions du monde. Elle met l'accent aussi sur le contact avec la langue et sur elle confronte les apprenants à la capacité de se dépasser. C'est donc une définition qui va plus loin qu'une vision utilitariste et fonctionnelle de la langue et qui permet à la littérature de prendre place dans une approche plus humaniste de l'apprentissage des langues. Ensuite, on arrive au plan de la rencontre que je vais vous proposer aujourd'hui. Et donc, dans un premier temps, j'essayerai de dresser un petit peu le portrait de la relation entre la littérature et la classe de FLE, avec d'abord une perspective historique, un petit coup d'œil en arrière qui ne se veut, qui se veut très schématique et pas exhaustif. Ensuite, je vous proposerai deux atouts de la littérature en classe de FLE et nous approcherons aussi dans cette partie-là les apports de la littérature dans une perspective plus didactique. Ensuite, deuxième partie, la puissance de l'image. Et cette deuxième partie permettra de voir comment la lecture d'images peut être très utile à la lecture de texte, comment la lecture d'images prépare à la lecture du texte. La troisième partie s'intitule Quand le texte devient image et présente quelques combinaisons de texte et d'images que j'ai séparées en adaptation d'une part et réécriture d'autre part. Ensuite, on arrive vraiment aux éléments de la section littérature visuelle où l'image est plutôt utilisée comme un outil de didactisation du texte littéraire. Pour la cinquième partie, je présenterai comment on peut travailler dans l'espace virtuel de manière pratique. C'est une sorte de tuto de l'utilisation de la section dans l'espace virtuel. Et pour terminer, un petit éclairage avec le cadre européen commun de référence pour les langues. Alors vous voyez, il y a un petit picto de boîte à outils et chaque fois que, pardon, chaque fois que ce petit picto se retrouve à l'écran, c'est qu'il s'agit d'une consigne pour la classe ou d'une idée pratique pour la classe ou comment utiliser cette idée, ce texte pour la classe. Voilà, et on va commencer donc par le petit coup d'œil en arrière qui est très schématique et pas exhaustif. Et donc, on a l'habitude de commencer par l'Antiquité. Et donc, dans l'Antiquité, on peut déjà se demander comment était considérée la littérature. Et la littérature ne fait pas partie en tant que telle des arts libéraux. Donc, on y retrouve la rhétorique, la dialectique et la grammaire, mais pas la littérature en tant que telle. Alors, au Moyen Âge, dans les collèges jésuites, on enseigne ce qu'on appelait les belles lettres. Et donc là, il s'agit de textes littéraires, mais plutôt des textes attachés aux langues anciennes. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que la littérature, le concept littérature devienne un objet d'enseignement, mais l'accent est toujours mis sur les langues anciennes avec une pratique de la lecture commentée qui va servir de modèle à l'enseignement des langues encore très longtemps. Puis dans les différentes méthodologies d'enseignement des langues étrangères, on a
fin 19e au 19e, la méthode traditionnelle, la méthode grammaire-traduction, et là, la littérature est placée sur un piédestal, le texte littéraire est le modèle à atteindre. Euh, c'est une situation qui va changer au fil du temps, puisque plus tard, avec la méthode directe et la méthode audiovisuelle, la littérature devient un peu persona non grata parce que elle risquerait d'aller à l'encontre de la vision utilitariste de la langue et de l'efficacité de ces petits dialogues hyper standardisés. Alors, un peu plus tard, avec l'approche communicative, la littérature revient et elle devient un support vitaminé aux actes de parole, au vocabulaire, aux éléments de grammaire. Et donc, c'est à ce moment-là que le texte littéraire devient un petit peu texte lacunaire. Alors, par la suite, on s'est rendu compte que enseigner les langues sans enseigner la littérature, il y avait un manque, comme une chaise vide. Et donc, avec l'approche actionnelle, la littérature revient et elle revient comme un outil qui va permettre de développer des compétences lectoriales, des compétences interculturelles qui va très bien coller avec la vision du CECR, du CEC du cadre européen commun de référence, avec cette vision d'apprenant qui devient un acteur intellectuel, interculturel, d'un acteur social. Et la littérature, elle est utilisée comme un miroir pour pouvoir réfléchir sur soi-même, mais aussi comme un miroir déformant, puisqu'elle peut provoquer des réactions en nous. Voilà pour la petite vision historique. Alors j'arrive aux atouts de la littérature et donc un des atouts de la littérature, c'est que à côté de l'implication intellectuelle qu'elle suscite, il y a aussi une implication affective qui va mettre en place un processus d'identification avec des personnages. Et ce processus d'identification avec certains personnages va permettre de créer un pont entre le connu et l'inconnu, le particulier, l'universel, le savoir et le ressenti. Et un exemple pour illustrer ce processus d'identification, j'ai choisi un extrait du roman Strange de Geneviève Dama. Alors, c'est un roman qui raconte comment Raphaël devient Nora. C'est donc un roman sur la transidentité, mais c'est aussi un roman sur la découverte de soi, sur le désarroi, la détresse des adolescents qui est ici exprimée par le difficile équilibre à maintenir entre deux échasses qui s'écartent résolument. Donc c'est une image assez forte, c'est une image compréhensible et c'est une image qu'on peut utiliser en écho au vécu des apprenants, leur détresse, leur expérience de vie. Il y a donc une possibilité d'identification à travers ces images. Alors un petit message pour le texte de Geneviève Dama. C'est un texte juste, délicat, bouleversant, mais qui ne s'appesantit pas du tout sur le malheur. Et donc c'est aussi, ici j'ai choisi un petit extrait, mais le roman en lui-même reste très accessible, une thématique d'actualité comme tous les romans de Geneviève Dama, et ce sont des possibilités de lecture pour des apprenants de niveau B2, même au niveau du texte plus long. Donc ça, c'est le premier atout de la littérature, l'implication affective et l'identification. Et le deuxième, c'est que la littérature, le texte littéraire provoque l'empathie avec l'autre, un petit peu en opposition avec l'exposé informatif. À droite de l'écran, en haut, vous avez un petit texte informatif qui nous présente brièvement la guerre de 1939 entre la Finlande et la Russie. C'est un texte
informatif. Et à côté, on a un extrait du roman d'Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver, qui nous parle de cette guerre aussi, mais l'extrait que j'ai choisi met le focus sur le personnage de Simo, le personnage de Simo qui est un jeune soldat finlandais qui est également surnommé la mort blanche. Alors Simon est un sniper de génie, il tue sur commande, il ne compte pas ses victimes et il tue parce qu'il le faut et parce que tout le monde le fait. Et en même temps, Simo, c'est un ami inquiet qui a peur chaque soir de ne pas retrouver tous ses amis au camp. Il prie pour ça aussi. Il prie pour que ses amis soient tous là quand il rentre au camp. Et donc cette lecture d'extrait, elle nous confronte à un personnage totalement ambigu et ce personnage va entraîner inévitablement un questionnement. Il va nous montrer que le monde n'est pas fait de noir et de blanc, qu'il y a de la nuance et il nous montre la complexité de la nature humaine. Alors, on en arrive à la troisième partie, la perspective didactique et les apports de la littérature en classe de FLE, qu'on peut diviser en trois grandes catégories d'après l'ouvrage de Jean-Marc Defailly que j'ai évoqué au début du webinaire. Alors d'abord, il y a les savoirs. Il y a un apport au niveau des savoirs qui peuvent être de différents ordres, des savoirs linguistiques, les champs lexicaux qu'on va travailler, des ressources textuelles, les différents types de textes, des ressources encyclopédiques qui font appel à la connaissance du monde, des ressources littéraires qui concernent dans l'histoire de la littérature la portée du texte, etc. Au niveau du savoir-faire, c'est ce qui correspond plus aux activités de compréhension, de décodage, d'interprétation, d'exploitation. Donc là, on est plus dans une démarche de compréhension. Et la dernière, celle qui correspond au savoir-vivre, où on va pouvoir mettre en place des dispositifs d'interaction, d'empathie, d'autoréflexion, qui correspondent plus à cette approche interculturelle qui font de l'apprenant un acteur social et interculturel. Et pour illustrer cela, je vous propose de regarder un petit extrait d'une vidéo de l'espace virtuel. Et donc, on va regarder la vidéo qui s'intitule Lucien et je vais vous demander de partager dans le chat votre avis sur ce qu'il arrive à Lucien. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà, mais je vais arrêter la vidéo à un moment et vous partagez votre impression sur ce qu'il arrive à Lucien. Lucien était douillettement recroquevillé sur lui-même. C'était une position qu'il lui plaisait de prendre. Il ne s'était jamais senti aussi détendu, heureux. Tout son corps était au repos et lui semblait léger. C'était comme s'il flottait dans l'air, ou peut-être dans l'eau. Lucien était bien dans sa peau, heureux de vivre. Une nuit, le malheureux fut réveillé par des douleurs épouvantables. Il se sentit pris dans un étau, écrasé par le poids de quelque fatalité. Quel était ce mal qui lui fondait dessus? Et pourquoi sur lui plutôt que sur un autre? Quelle punition lui était infligée? C'était comme si on l'écartelait, on brisait ses muscles à coups de bâton. « Je vais mourir », se dit-il.
Ah, je vois que dans le chat, on fait de bonnes hypothèses. Il est en train de naître, il fait un cauchemar, il rêve, il se réveille, il souffre, il est confus, il dort, il se lance dans le vide, il rêve, il sort de sa zone de confort, il est sous médicaments. Ça rappelle la métamorphose de Kafka. Ben, je vous propose de découvrir la suite de la nouvelle. Et donc, la suite de la nouvelle, c'est un moment, la douleur fut telle qu'il crut perdre la raison. Et soudain, ce fut comme un déchirement en lui. Un éclair l'aveugla. Non, pas un éclair, une intense et durable lumière, plus exactement. Un feu embrasa ses poumons. Il poussa un cri strident. Tout en l'attrapant par ses pieds, la sage-femme dit: c'est un garçon. Lucien était né. Et donc ici, il s'agit donc bien de la naissance, mais la construction, la progression thématique de cette nouvelle se prête vraiment à l'apprentissage de ce type de texte, de nouvelles à chute, dans un format, comme vous le voyez, qui est très court et qui, avec les images, est accessible pour un public même d'un niveau A2, B1. Donc, si on utilise le tableau que je vous ai présenté pour l'analyser, ben, au niveau des savoirs, on va avoir l'évocation d'un passage, d'une transition de la naissance, avec un travail sur les champs lexicaux comme les sensations, le bien-être, la douleur, et d'un point de vue littéraire, on va travailler le type de texte, la nouvelle à chute. Pour le savoir-faire, ben, on va comprendre l'évolution du personnage, l'évolution de ses sensations, le contraste entre le bien-être et la douleur. On peut aussi interpréter le titre parce que Lucien, l'étymologie de ce prénom fait référence à lux, la lumière, et donc on voit qu'en naissant, Lucien est ébloui par un flot de lumière. Et donc c'est un texte qui permet d'exploiter à la fois le caractère universel et particulier de la naissance. Et donc là, on est vraiment dans une dimension interculturelle et on peut aussi travailler mon prénom, le prénom de l'autre. En classe, on peut imaginer de décrire le passage d'un état à l'autre, on peut imaginer toute une série d'états et pourquoi pas dans un projet plus actionnel réaliser l'encyclopédie des transformations. Alors, je dois continuer. Même démarche avec un autre texte de la section littérature visuelle. Le texte est un texte plus contemporain, il date de 2011, il s'intitule 16 224 minutes. Et 16 224 minutes, c'est le cumul des minutes que le narrateur a passé à attendre son épouse en rentrant du travail, quand elle fait du shopping, quand elle fait des courses. Et ces 16 224 minutes, c'est ce qui va générer aussi une vengeance, qui est un petit peu le thème de cette nouvelle, une vengeance plutôt originale qu'il raconte dans cette microfiction. Alors, on peut également analyser cette nouvelle avec la grille de lecture que je vous ai proposée. Donc, au niveau des savoirs, on va avoir le rapport à la ponctualité, ici plus spécifiquement dans un couple. Au niveau des champs lexicaux, on aura le temps, la ponctualité, le couple, et on aura aussi les caractéristiques de la micro-nouvelle. Dans le décodage, la compréhension, on va également identifier la structure du texte avec comment cette nouvelle est construite et on va décoder l'ironie de la chute. Au niveau du savoir-vivre, on va
comparer les différents rapports à la ponctualité et pourquoi pas réfléchir au concept de vengeance temporelle, réfléchir à son rapport au temps. Alors en classe, ça peut donner des idées comme créer un jeu de devinettes sur le cumul des minutes et dire à quoi ce cumul pourrait correspondre, inventer et raconter une vengeance temporelle ou créer le livre des records des meilleures vengeances. Et au niveau de la classe, alors de la pratique de classe, on peut travailler ces différents apports, savoir, savoir-faire et savoir-vivre, avec une démarche en 5 étapes qui permet de donner vie au texte, vie au pluriel. Et donc, on a les 3 premières étapes de cette démarche. Elles concernent plutôt la compréhension du texte, l'analyse du contenu, et les 2 dernières étapes, elles correspondent plutôt à l'interaction du lecteur avec le texte. Alors, avec la nouvelle 16 224 minutes, ben, dans la première étape, qui est sensibiliser, lire, comprendre, on peut demander aux élèves de formuler des hypothèses à partir des images. On peut leur demander de repérer des expressions temps, de travailler la compréhension avec un vrai ou faux. Ensuite, on va confirmer et enrichir tout ce qu'on a découvert avec la dictée coopérative. Alors, la dictée coopérative, c'est une activité qu'on retrouve dans la section littérature visuelle. C'est une activité où chaque élève essaye, après avoir écouté, après avoir vu la vidéo, de reconstituer le texte, d'abord seul, et puis dans une mise en commun. Les élèves discutent de leurs doutes, de leurs questions. Ils proposent un texte par groupe qu'ils confrontent encore avec un texte d'un autre groupe. Et l'objectif est vraiment de reconstituer le texte de manière coopérative. Ensuite, on va formaliser, ça veut dire qu'on va garder une trace de ce qu'on a compris. Et ici, par exemple, on pourrait imaginer un tableau comparatif, elle et lui, et faire émerger la notion de vengeance. 4e étape, c'est l'interaction avec le texte. Et donc là, on va mesurer, évaluer l'impact que le texte peut avoir sur nous-mêmes. Et c'est là que le texte, la littérature, joue un peu cet effet de miroir déformant. Qu'est-ce qu'il provoque en moi? Qu'est-ce qu'il bouscule en moi? Et je vais réfléchir à mon rapport à la ponctualité, aux habitudes, au retard, à la vengeance aussi. Et puis, pour donner encore une fois vivre au texte, on va réinvestir ce qu'on a compris du texte dans un projet de lecture authentique qui sera par exemple un petit guide pour une ponctualité réussie ou le livre des records des vengeances. Et donc vous avez ici, c'est le schéma pour la nouvelle 16 224 minutes, mais vous l'avez ici de manière plus neutre avec les 5 étapes. Première étape, il faut dire que parfois en classe, peut-être même souvent, on s'arrête à la première étape. On comprend le texte, on vérifie la compréhension avec un questionnaire et on ne va pas beaucoup plus loin. Donc ici, l'idée est de lui donner plusieurs vies tout au long du cours, tout au long de la classe de FLE. C'est ce qui me permet de clôturer la première partie, littérature et classe de FLE. Et je vais passer à la deuxième partie, et donc comment la lecture d'images va servir la lecture de texte. Et pour cela, j'ai choisi quelques ouvrages où l'image est dominante. Premier ouvrage, c'est un album d'Antonin Louchard qui est intitulé Je suis. Le texte est minimaliste et répétitif. On a toujours cette structure je suis plus un adjectif. Donc, vous voyez comme à l'écran, on a je suis unique,
je suis original et je suis malin. Et donc, c'est une structure très simple, très minimaliste, mais qui renvoie à une question fondamentale. Ben, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui me caractérise? Qu'est-ce qui me définit? Et c'est une activité qu'on peut faire en classe euh, en- pour un brise-glace ou une activité qui parle des traits de caractère. Et ici, l'analyse de l'image est assez intéressante parce que chaque double page, euh, comment dire, a une signification en soi. Je suis unique, je suis original, je suis malin, mais ici, la dernière image, je suis malin, n'est compréhensible qu'à la lecture des deux précédentes. Vous voyez, je suis unique, on voit le petit bonhomme en rouge, je suis original, il est à l'envers, et je suis malin, je me cache. Et donc, il faut avoir décodé les deux premières pour pouvoir comprendre la troisième. Et donc, c'est donc dans la successivité, la cohérence que le texte se comprend. Et donc, ici, l'image, elle illustre bien évidemment le texte, mais elle induit et elle garantit aussi la cohérence narrative. Et donc, c'est ce qui permet de dire que l'image, ben, ça va permettre aux apprenants de solliciter la lecture d'indices, mais de discerner aussi des liens logiques. Alors, un petit peu du même acabit, l'album de David Cali et de Serge Bosch, Moi j'attends. Alors, Moi j'attends, c'est un livre qui a un format à l'italienne, un format allongé, et qui a également une version numérique et interactive. Et donc, c'est aussi un texte minimaliste et une image minimaliste. On a également une répétition syntaxique tout au long des pages. J'attends plus un verbe, j'attends plus un substantif, j'attends plus une proposition subordonnée, comme c'est le cas ici. J'attends que Noël arrive, j'attends que ce soit l'autre qui pardonne, j'attends qu'elle ne souffre plus et j'attends que le printemps revienne. Et donc, c'est à nouveau un texte minimaliste, mais avec une signification intense, puisque toutes ces images vont retracer la vie, toutes les facettes de la vie, et utiliser le motif récurrent du fil rouge pour donner de l'émotion, pour accentuer l'émotion du dessin. Et donc ici, l'image, elle est porteuse d'émotions. Avec le motif récurrent du fil rouge, on va pouvoir donner de l'émotion à son texte. Alors en classe, on peut imaginer de travailler avec d'autres verbes assez simples et laisser les apprenants choisir un motif récurrent qui leur permettra de raconter aussi une facette de leur vie ou d'autres éléments plus en rapport avec la perception. Par exemple, je regarde, j'entends, etc. Euh, pour terminer cette deuxième partie, je voulais vous, comment dire, je voulais vous présenter quelques planches de l'album de Sampé, Insondable Mystère. C'est donc un album où Sampé prend un peu la posture d'un chat et nous croque des instantanés de la vie de gens, de personnes ordinaires, et il nous laisse les interpréter. Quand on est face à ces images, on va automatiquement être à la recherche d'indices pour essayer d'interpréter ici cette rencontre ou la perplexité du lecteur face à la vitrine de la librairie. Mais les images de Sampé nous poussent parfois à aller chercher la clé de la signification ailleurs, peut-être en dehors de l'image, peut-être en nous. Et donc, une activité qui permet de générer cette capacité d'interprétation, c'est de poser des questions sur ce que l'image ne dit pas, et puis d'inventer une histoire, une vie, un point de vue
autour de ces images. Et donc ici, l'image a donc cette capacité d'interprétation. Elle va solliciter l'interprétation qui est également un élément utile pour analyser le texte littéraire. Alors on arrive à la troisième partie euh, où l'on est face à des combinaisons de textes et d'images. Alors il y a évidemment le grand chapitre des adaptations. Et un exemple assez connu, le roman de Gaël Faye, qui est adapté au cinéma et en roman graphique. Alors on a un boom pour le moment des romans graphiques, mais ces adaptations ne datent pas d'hier. Déjà à la fin du 19e siècle, on adaptait les romans en histoire illustrée et c'était destiné à un public pour qui le texte sans image n'était pas toujours accessible. Donc ce travail d'adaptation, il a une fonction d'accessibilité, de rendre accessible le contenu. Idem avec le roman de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, qui est également adapté au cinéma et puis en roman graphique. Et quand on travaille avec des adaptations, euh, ça va amener les élèves à se rendre compte de la transformation d'un texte en un autre qui s'adapte au code du nouveau média, de la liberté artistique avec les différences, les accents, les effets, etc. Et ici, dans le cas de l'extrait de roman de Pierre Lemaître et du roman graphique, donc Pierre Lemaître nous plonge dans l'après-Première Guerre mondiale avec Albert et Édouard, gueule cassée, victimes de la Première Guerre mondiale. Et ici, Édouard propose son projet d'arnaque au monument aux morts. Et dans le roman graphique, on voit que le personnage de Louise, qui est beaucoup moins présent dans l'extrait du roman, prend une plus grande place. Donc ça permet aux élèves de constater, de comparer, d'analyser les différents médias qui portent les œuvres littéraires. Alors, à côté des adaptations, il y a aussi les réécritures. Et donc, un exemple ici avec un ouvrage de Loïc Gaume qui s'intitule Classique au carré. Et donc, ici, Loïc Gaume s'est imposé une contrainte narrative et une contrainte graphique, puisqu'il raconte les classiques de la littérature en 4 images avec un texte réduit à l'essentiel. Alors, on voit que les illustrations sont épurées. C'est principalement des pictos qui sont utilisés avec quelques touches de couleur pour faire ressortir certains éléments. Ici, les personnages. Alors, c'est un format qui va permettre de percevoir le sens de la narration et qui va inciter à employer des stratégies de lecture en mettant en relation le texte et l'image pour comprendre, pour déchiffrer le sens. Alors Loïc Gaume, il a travaillé avec les classiques, mais il a également travaillé avec les contes au carré et les mythes au carré. Et donc si je reprends le schéma savoir, savoir-faire, savoir-vivre, bah ici au niveau des savoirs, il y a vraiment une volonté de rendre accessible au plus grand nombre une culture de référence, les classiques, les contes, et les mythes. Alors, au niveau de la classe, ce travail, euh, cet album permet, par exemple, d'associer les images et et les textes d'un conte ou d'un classique. Alors, pour corser la difficulté, on peut en mettre deux. On peut
amener donc les élèves à reconstituer les carrés des contes et des classiques, travailler sur le schéma narratif. On peut aussi transposer un récit en 4 carrés et on peut aussi inviter les élèves à inventer un récit en 4 carrés. Donc la transposition, ça pourrait être un exercice de compréhension à la lecture qui sort un petit peu du questionnaire de vérification. Et l'invention sollicite évidemment l'écriture créative. Et nous arrivons à la quatrième partie qui présente plus concrètement le contenu de la section littérature visuelle. Et donc, dans cette section, vous allez trouver actuellement 8 textes. Ce sont des textes pour lesquels ici, l'image a vraiment une fonction de didactisation. Elle permet de rendre le texte assez accessible. Donc, ce sont chaque fois les textes qui ont été sélectionnés sont des textes courts et les vidéos sont très courtes également. Alors il y a des avantages à travailler avec des textes courts, c'est que la progression textuelle et la progression thématique sont claires directement. Elles reprennent tous ces textes courts reprennent les caractéristiques du texte littéraire avec la polysémie qui l'accompagne. Et comme ils sont courts, ben, le travail de compréhension est plus rapide et permet de laisser plus de place à l'exploitation. Et donc, ce sont aussi des textes qui vont favoriser, en tout cas dans l'exploitation que nous proposons dans la section littérature visuelle, vont laisser de la place à l'écriture créative. Alors, le design est assez épuré, un petit peu onirique. On essaye chaque fois d'installer une ambiance et d'appeler à l'imaginaire. Alors, il y a différents niveaux et différents types de textes. Je vous les présente par niveau. Pour le niveau A2, on a La fourmi de Robert Desnos. Ensuite, on a également La fabrique de Jacques Sternberg dans les contes glacés, un conte, un conte court, surréaliste, qui fait travailler par l'absurde. Il y a aussi un très bel effet de chute dans la fabrique. 16 224 minutes, c'est une nouvelle qui s'adresse plus à un public adulte, mais qui permet même à un petit niveau de décoder de l'ironie. Au niveau B1, on a Lucien, la nouvelle à chute que vous avez découverte en début de webinaire. On a également L'heure du crime de Maurice Carême qui mélange les genres. On pourrait le qualifier de faux suspense. Ensuite, on a La goutte de miel, qui est un conte et qui illustre l'effet papillon et donc qui nous fait réfléchir à la conséquence de ce que pourrait avoir une goutte de miel sur l'évolution de l'humanité. Alors, au niveau B2, on a Le chat de Baudelaire dans le recueil Les fleurs du mal et Le lion et le rat, fable de Jean de La Fontaine. Donc voilà un petit peu, je dirais, la bibliothèque de la littérature visuelle dans l'espace virtuel. Et je vous propose de voir comment l'image est traitée au sein de la section. Alors l'image est d'abord une porte d'entrée parce que grâce à elle, grâce aux éléments de la vidéo, donc, mais aux images, euh, le lecteur pénètre dans un monde à part et il va permettre une formulation d'hypothèses sur différentes choses, comme les essentiels de l'histoire, l'ordre et l'émotion des personnages, par exemple.
Et on peut l'illustrer, par exemple, ben, on va présenter une horloge et dire ben, minuit, ça vous fait penser à quoi? Et on fait émerger les représentations des élèves sur minuit. Et donc, dans la plupart des cas, ça va déjà poser l'ambiance de l'heure du crime. Dans 16 224 minutes, ben, on peut également travailler avec les images et on fait des hypothèses. Ben, qui sont les personnages? Qu'est-ce qu'ils font? À votre avis, quelles sont les émotions qu'ils ressentent? Et donc ici, on peut déjà, rien que par l'image, déceler l'impatience, la nonchalance. Et donc ça permet vraiment d'entrer dans le texte. Euh, Pour la goutte de miel, ben, on peut demander aux élèves de proposer un ordre. Dans quel ordre les images pourraient-elles apparaître? Et donc, on va travailler comme ça leur capacité d'enchaînement des événements. Donc, première fonction de l'image, porte d'entrée dans le texte. Deuxième fonction, une clé de compréhension parce que l'image, dans des textes plus difficiles, va permettre d'aider à comprendre des éléments plus opaques comme les métaphores, les tournures soutenues ou poétiques. Par exemple, dans Le lion et le rat, euh, l'image explique: Syrah courut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. La tournure est déjà plus ancienne, plus soutenue, et donc l'image ici vient en support et permet la compréhension. Idem dans le poème de Baudelaire. euh, L'image permet d'expliquer la métaphore. Le chat rappelle au poète la femme aimée. Et donc on peut ici décoder assez facilement une métaphore. Dernière fonction de l'image, ben, levier d'imaginaire avec une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Levier d'imaginaire qui amène aussi à travailler, à mettre en scène, à jouer le texte de Robert Desnos. C'est d'ailleurs une activité qui se retrouve dans la fiche destinée aux élèves. Et puis, à côté du travail sur l'image qu'on a beaucoup exploité dans la section littérature visuelle, on a aussi évidemment la puissance de la vidéo qui propose vraiment une expérience immersive et qui cumule tous les avantages de l'écrit, de l'image et de l'oral. Et donc la vidéo, elle va permettre d'anticiper, de vérifier des hypothèses et de profiter au maximum des effets de surprise, de chute, etc. Et pour l'illustrer, eh bien, un exemple avec l'heure du crime de Maurice Carême. On travaille sur les images, on demande aux élèves de les observer. Ça se passe où? C'est qui? Que va-t-il se passer? Que va-t-il faire avec un couteau, avec son couteau? On leur demande, regardez la vidéo. Est-ce que vous êtes surpris, surprise et pourquoi? Minuit. Voici l'heure du crime. Sortant d'une chambre voisine, un homme surgit dans le noir. Il ôte ses souliers, s'approche de l'armoire sur la pointe des pieds et saisit un couteau dont l'acier luit, bien aiguisé. Puis, masquant ses yeux de fouine avec un pan de son manteau, il pénètre dans la cuisine et, d'un seul coup, comme un bourreau, avant que ne crie la victime, ouvre le cœur d'un artichaut.
Voilà. Donc, vous avez vu un exemple de vidéo complète. Et donc, ici, on peut vraiment savourer l'effet du texte littéraire et vous avez pu vous en rendre compte. L'image rend tout très explicite. L'acier, l'ouïe, on le voit de façon très, très explicite. Donc, il y a vraiment une facilité de compréhension qui est amenée par la vidéo. Et donc, dans l'espace littérature visuelle, on a essayé de couvrir les trois niveaux, A2, B1, B2. Il y a des textes comme La fourmi qui sont plus destinés à un public enfant, ado et adulte. Par exemple, 16 224 minutes est plus adapté à un public ado ou adulte. On a une variété de types de textes, des époques différentes et on a essayé d'exploiter le lien entre le texte et l'image avec les fonctions dont je vous ai parlé, porte d'entrée, clé de compréhension, levier d'imaginaire et expérience immersive. Et donc j'en arrive à la cinquième partie, qui est une partie un petit peu plus technique. Quand vous arrivez dans l'espace virtuel, vous essayez de repérer le picto vidéo didactisé et leurs ressources. Et la littérature visuelle est la dernière rubrique dans cette catégorie. Alors vous cliquez et vous arrivez sur la page de garde avec les différentes œuvres qui sont exploitées dans la section. Il y a un hyperlien qui vous permet d'accéder directement au travail sur cette œuvre et il y a un point d'exclamation qui vous permet de voir quelles compétences ont été travaillées prioritairement. Alors, quand on clique, on arrive sur un espace de ce type et vous avez d'une part les activités interactives, les activités qui sont proposées en ligne et les documents à télécharger. Alors, dans les activités interactives, ben, on propose évidemment d'abord de visionner la vidéo. Et ensuite, il y a une petite activité de compréhension globale. C'est souvent un questionnaire à choix multiples et on demande aux élèves, mais qu'est-ce qui résume le mieux le poème, la nouvelle? Et c'est en général une petite phrase. Ensuite, il y a une activité, pardon, de compréhension globale et puis de compréhension plus détaillée, assez courte aussi, avec un vrai faux ou une question plus ouverte. Et puis, il y a un petit travail sur le lexique, le champ lexical, et pour terminer, sur les outils linguistiques et la syntaxe. Ça, c'est ce qui concerne les activités interactives. Et à côté de ça, il y a l'autre rubrique qui est intitulée Documents à télécharger. Et là, vous avez la fiche pour les élèves que vous pouvez également télécharger. Il y a évidemment une version avec les corrigés de la fiche. Et cette fiche, ben, de manière générale, elle suit le schéma en 5 étapes que je vous ai montré avec un travail, avec une application de l'image et à la fin une activité d'écriture plus créative. Vous trouverez également euh, un document qui s'appelle Dictée coopérative que je vous ai présenté tantôt, donc tout à l'heure. C'est une activité qui permet euh, donc de mobiliser de, de favoriser la collaboration en classe autour d'un texte littéraire. Voilà, et vous avez bien évidemment la transcription du texte. Et ici, je vous propose juste les dispositifs qui sont possibles. Donc en vert, ce qui est possible en autonomie, en mauve, ce qui est plus approprié au groupe classe. Et évidemment, on peut combiner les dispositifs pour répondre le mieux possible aux réalités de votre classe, de votre terrain. Et j'en arrive à la fin avec ce que le cadre européen commun de référence pour les langues
recommande, ou en tout cas ce que le volume complémentaire, donc l'actualisation du cadre propose. Et donc, il faut savoir qu'il y a eu un enrichissement des échelles, comme les échelles d'écriture créative, où la littérature est présente. Il y a aussi trois nouvelles échelles qui concernent la littérature, une en compréhension des écrits avec lire comme activité de loisir, et puis les deux échelles suivantes, donc exprimer une réaction personnelle à l'égard des textes créatifs et analyser et critiquer des textes créatifs, font partie des compétences de médiation du CECR, et donc ils correspondent, je vais dire, à l'esprit qu'on a essayé d'insuffler dans les activités de, de littérature visuelle, avec, pour conclure, donc, un petit retour sur les textes qui sont exploités. Et donc, la fourmi et l'heure du crime, la fourmi en développant l'imaginaire et l'heure du crime en exploitant sa créativité, en mélangeant les genres, vont permettre d'être associés à l'échelle d'écriture créative. Alors, 16 224 minutes et le chat de Baudelaire vont être plutôt associés aux descripteurs d'analyser et de comprendre des textes littéraires. Et les autres, donc la fabrique, qui dénonce par l'absurde, la goutte de miel qui nous permet de réfléchir à la conséquence de nos actes, euh, le lion et le rat qui permet de nous interroger sur la nature humaine, Lucien qui permet d'établir un lien entre le particulier et l'universel, répondent plutôt au descripteur réagir ou exprimer une réaction par rapport à à un texte créatif, et répondent vraiment à cette vision de miroir déformant. Et donc, je terminerai par une petite citation de Martine Abdallah Prektey qui dit: La littérature est un miroir déformant, certes, mais miroir quand même, car le texte littéraire est un révélateur privilégié des visions du monde. Et je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup Isabelle. Juste rappeler quelques informations techniques. J'ai deux petites questions à te partager ensuite. Comme je vous l'ai dit en début de session, hein, dans 7, 10 jours, vous recevrez un email avec le replay de la vidéo sur YouTube, le PDF de la présentation, votre certificat de participation, un lien vers un questionnaire dont le but est plus d'évaluer des aspects techniques de la session, et vous aurez aussi en cadeau un accès à la banque de ressources de l'espace virtuel. La banque de ressources est la section qui justement contient la section littérature visuelle qui a été présentée aujourd'hui. Sachez qu'il est possible de souscrire si l'expérience vous plaît, parce que vous allez pouvoir redécouvrir plus tranquillement donc la section littérature visuelle et toutes les autres sections comprises dans la banque de ressources. Une banque de ressources, c'est 75 € pour 12 mois. D'accord, pour que vous ayez un peu une idée du prix, puisque on me l'a demandé dans différents échanges. Passé cet aspect rappel technique et info pratique, Isabelle, j'ai eu une question de Lynn, alors qui avait là, c'est intéressant cette question suivante. Alors je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, hein, mais voilà, elle demande: avez-vous un outil pour identifier le niveau de vocabulaire nécessaire pour la compréhension d'un texte ou pour positionner un texte sur l'échelle CECRL? Lynn a trouvé un site qui le fait pour des documents, mais pas pour la littérature. Donc sachez déjà que pour la section littérature visuelle, on propose des textes accompagnés des vidéos pour les niveaux A2 à B2 inclus. Mais voilà, comment faire pour avoir une idée d'exploitation quand on a envie nous-mêmes, en tant que prof, de choisir un texte littéraire précis. Alors, je ne connais pas d'outil qui permet d'évaluer ainsi le niveau d'un texte littéraire.
C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile. Maintenant, j'ai envie de dire que on peut toujours l'exploiter à différents niveaux. Tout dépend de la question ou des questions qu'on va poser. Mais c'est vrai que en tant que tel, je ne connais pas d'outils qui évaluent spécifiquement le niveau d'un texte littéraire. Je suis désolée. Ah, ce sera peut-être, on pourra regarder un petit peu s'il y a des outils, on essaiera de chercher. Et sinon, oui, pour revenir sur le roman graphique, un professeur se demandait, ou un ou une, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est connecté de façon anonyme, comment est-ce qu'on peut interpréter les messages des bandes dessinées? Donc, c'est allier le texte et l'image. Est-ce que tu aurais des pistes plus précises pour travailler le roman graphique? Des pistes plus précises pour travailler le roman graphique. Bah, hum, comment dire, en travaillant sur les codes du roman graphique ou de la bande dessinée, donc en analysant les éléments je pense, de la bande dessinée ou du roman graphique, c'est assez pareil, mais tout ce qui est, tout ce qui fait travailler l'image et l'effet de l'image sur la narration, donc je pense notamment aux différents je ne sais pas si je réponds précisément à la question, mais par exemple aux différents plans qu'on va pouvoir avoir dans un roman graphique ou dans une bande dessinée qui vont avoir un effet sur ce qu'on veut raconter. Et donc là, l'expérience que j'ai de cela, c'est d'amener les élèves, par exemple, à transposer un petit roman ou un texte en storyboard pour réaliser eux-mêmes une bande dessinée ou un roman graphique, mais en respectant bien les codes. Donc, la cartouche au-dessus qui va pouvoir décrire la situation, les phylactères avec tout le jeu qu'on peut avoir sur les polices pour exprimer des émotions, la colère, etc. Et les onomatopées aussi qui font partie de la BD ou du roman graphique. Donc j'ai l'impression que pour travailler le lien entre texte et image dans la bande dessinée, il y a une multitude de possibilités de choses à faire. Oui, et en Voilà. plus, grâce à l'IA, il y a des outils de Oui. création de bandes dessinées en un clic. Et comme tu le disais, typographie, Mhm. couleur, plan, onomatopée. Donc tout ça, hein, c'est ces ressources propres au 9e art qu'est la BD, n'est-ce pas? Eh ben écoute, je crois. Ah ben, on a Jeanne qui dit que ChatGPT fait des analyses assez précises. Alors de niveau de texte, oui, mais d'un ensemble d'une œuvre littéraire, je suis pas sûre. Ou d'une nouvelle un peu plus longue, c'est pas certain. Mais voilà, vous avez une idée. Et sinon, bah écoute, pour cet après-midi, voilà toutes les quelques questions que j'ai reçues. Il est 18h04, donc on va mettre fin à cette session. Vous avez été près de 300 personnes à suivre l'intervention d'Isabelle Delnos, donc merci énormément Isabelle. Et comme je vous le Merci à vous, disais, merci à tous et toutes. et donc, soyez attentifs à votre email, puisque vous aurez l'occasion de tester toute la banque de ressources pendant 3 semaines, et donc inclus la section de littérature visuelle. Si vous voulez continuer, bah, de toute façon, maintenant, vous êtes inscrit à notre newsletter, donc vous recevrez régulièrement toutes les rencontres virtuelles que l'on propose. Et voilà, donc au plaisir de vous retrouver en ligne dans un contexte de rencontres virtuelles ou en présentiel, puisque vous savez que les éditions Maison Langue, on est présent sur de nombreux événements. Donc voilà, bah peut-être à bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée selon le pays duquel vous vous êtes connecté aujourd'hui, puisqu'on avait vraiment des personnes sur presque tous les continents. Voilà, merci encore chaleureusement Isabelle, c'était très 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 Merci à intéressant vous, merci. et bonne découverte de la section littérature visuelle et bon travail de texte littéraire. On sait que c'est de plus en plus difficile de motiver les gens à lire. Donc, c'est vrai que le support visuel, comme vous l'avez démontré Isabelle, ça peut être une bonne accroche pour amener les élèves à la lecture.
Voilà, bah, à très bientôt. Merci encore À Isabelle. bientôt, merci, au revoir, bonne soirée à vous, à bientôt.